Et c'est là que Federico a fait représenter dans son studio tous les instruments des arts et des sciences dans le studio, tout en marqueterie pour les avoir tout le temps autour de lui. Alors, ces mercenaires, qui connaissent l'art, cherchent des idées nouvelles, et Federico de Montefeltro, par exemple, lance un concours de ville idéale. Alors, ça reste souvent à l'état de dessin, ce sont des idées que l'on cherche. Ça n'est jamais ou pas souvent réalisé, mais ça donne des idées à d'autres qui vont réaliser de belles œuvres. Alors, dans ce dessin de la cité idéale, on voit justement les débuts de la perspective, ces lignes qui viennent ici se rejoindre sur l'entrée de ce dôme. La perspective, c'est très important à cette époque, c'est Brunelleschi qui l'a mise au point, et Léon Battista va écrire un livre là-dessus, un traité qu'il va dédier à Brunelleschi, qu'il a trouvé, qu'il a mis au point 30 ans plus tôt. Allez-y. Alors, ne vous inquiétez pas, on va s'approcher de la scène. C'est l'époque, la fin du siècle, 1498, Pacioli dit qu'elle est finie. C'est le moment où Léonard de Vinci va peindre la Seine. Alors la Seine, c'est dans le couvent de Santa Maria delle Grazie à Milan, et c'est Forza qui lui demande de peindre cette scène dans ce couvent parce qu'il va en faire le mausolée pour sa famille. Donc je vous ai mis ce plan reculé pour vous faire voir la géométrie de la pièce. Et puis Léonard s'est amusé à peindre en haut beaucoup de symboles, des entrelacs encore, on en parlait tout à l'heure. Et maintenant on va voir de près quand même cette scène qui fait couler beaucoup d'encre, qui est le rappel du dernier repas du Christ qui est au milieu avec ses apôtres. Et Léonard a mis là tout ce qu'il savait. Mais désastre, il n'aimait pas la fresque. Et on voulait lui faire peindre des fresques, il voulait les moderniser. Alors la fresque, vous savez, il faut peindre sur un enduit qui est mouillé, donc il faut préparer juste ce qu'on va faire dans la journée, parce que sinon les couleurs ne se prennent pas dans l'enduit, et après ça boursoufle, ça tombe, ça ne tient pas. Et lui, il veut passer une première couche, et puis dessus passer quand même une tempéra à l'huile qu'il a préparée, et en plus, pour sécher tout ça rapidement, il utilise une méthode qu'il a vue dans Pline, parce qu'il a un ouvrage de Pline, Histoire naturelle, le tome 25, nous irons voir parce que nous l'avons depuis peu au musée. Et Pline raconte que pour faire sécher les fresques, on met des échafaudages et des petits brûlots pour que ça sèche plus vite. Alors évidemment, ça sèche plus vite, mais ça boursoufle, ça s'effrite, et on raconte qu'en 1545, c'est Vasari qui le raconte, il n'y a déjà plus rien sur les murs. C'est simplement entre 1975 et 1995 qu'avec des études de produits chimiques et de rayons, on a pu retrouver la couche primaire et reconstituer. Alors, au niveau de ce qu'ils représentent, les apôtres, c'est par des groupes de 3, chaque fois. Il peint chacun comme si c'était un portrait individuel. Chacun est affairé à quelque chose, ils se parlent, mais soit ils regardent tous le Christ, soit ils le montrent du bras ou de la main. Tout converge vers le Christ. Il y a une composition particulière qu'il a voulu comme ça. Donc c'est les apôtres par 3. Il y a ces panneaux par 4. Et il joue de la lumière par les panneaux du fond ou sur les panneaux de côté. Il y a 4 panneaux ici, 4 là, obscurs. Je vais vous en parler après pour ce qu'il y a dessus. 3 panneaux clairs au fond et un clair devant. Et avec toute cette lumière-là, il joue. Pour s'aider pour la perspective, vous verrez que les peintres de cette époque qui se lancent dans la perspective mettent toujours des carrelages au sol ou au plafond pour avoir les lignes de fuite et pour réussir leur travail. Donc si on pouvait s'approcher et si on avait toutes les couleurs originales, on verrait déjà la qualité de la nature morte qui représente sur la table, mais surtout, dans les extrémités, on voit les broderies de la nappe. Il y a des jours, et on voit la qualité du fil qui a servi à broder ces jours. Et sur les murs, sur les panneaux, il y a des semis de petites fleurs avec des couleurs, de la laque violette, de l'or, des reaux blancs. C'était magnifique. Allez-y. Alors, donc, c'est la fin du siècle, 1499, à la fin de l'année, les Français prennent Milan, Sforza s'en va, quitte cette ville, Léonard s'en va aussi, il va placer ses économies à Florence, il part avec Luca Pacioli, et puis, finalement, il se met au service de César Borgia,
en 1502, 1502-1503. Voilà encore un qui a de grandes ambitions, qui veut tout conquérir. César Borgia est beau, c'est ce que disent tous ceux qui parlent de lui. Il est beau, il est rusé, il est machiavélique, puisque c'est le modèle du prince de Machiavel. C'est-à-dire que pour arriver à ses fins, peu importe la façon, il faut qu'il y arrive. Et Machiavel dit qu'il a tout réussi, sauf la succession de son père. Alors, on va voir son père, que nous connaissons, puisque nous avons fait l'année Christophe Colomb, l'année précédente au musée, et c'est le pape Alexandre VI. Mais oui, pape Alexandre VI, qui était faible du côté du péché de chair, et qui, de Vanno Zaccatanei, a eu 5 enfants. C'était un pape à gâteau, mais oui. Et c'est lui quand même qui a partagé le monde en deux, entre les Espagnols et les Portugais, au moment de la découverte des Amériques. Traité de Tordesillas, à 1493-94, il y a eu plusieurs versions. Il a fait signer ça au roi catholique. Donc il ne faisait pas que des enfants, il s'occupait quand même du monde. Et ce pape Alexandre VI, dans ses 5 enfants, il a César Borgia, qu'on a vu tout à l'heure, et il a Lucrèce Borgia. Alors, lorsque le pape Alexandre VI va mourir en 1503, eh bien, justement, César Borgia n'a pas su mettre en place un autre pape qui lui est favorable, et du coup, il va reperdre tous les États qu'il a gagnés. Mais je vais vous dire un petit mot quand même de Lucrèce Borgia. Elle aussi, on en a beaucoup parlé, on a fait des films sur elle. Lucrèce Borgia est très belle aussi. Elle est représentée, je me suis cantonnée volontairement à 80 diapos, mais j'aurais bien aimé en mettre d'autres, et c'était déjà riche. Elle est très belle, on la voit dans un tableau qui s'appelle La Disputation de Sainte-Catherine. Elle représente Sainte-Catherine. Elle a des cheveux longs et bouclés, roux. Elle est droite et jeune et elle s'explique. Et Lucrèce Borgia est fiancée par son père à 5 ans, mariée à 13 ans. Parce qu'à l'époque, il est cardinal et il veut asseoir sa position et il lui fait épouser Giovanni Sforza parce qu'il pense que c'est un bon parti. Et très bien, elle l'épouse, mais du coup, quelques mois après, comme il est devenu pape, ça va plus. Le gendre n'est plus à la hauteur. Et donc, il annule le mariage. Et le pape, il peut le faire, parce qu'il dit qu'il n'a pas été consommé, vu l'âge des mariés. La pauvre fille est désespérée, et elle fait un passage dans un couvent, et elle est enceinte, et on raconte qu'elle est enceinte de son frère, voire de son père. Et en fait, on dit que c'est d'un camarier, c'est-à-dire celui qui s'occupait des affaires de son père. Finalement, elle va épouser quelqu'un qui plaît à tout le monde, qui est Alonso, duc de Bisceglie, fils du roi de Naples. Il est à la hauteur. Et à la hauteur, mais juste quelque temps. 2 ans après, il ne plaît plus à César, qui veut le tuer, qui lui court partout après pour le tuer. Et Alonso se réfugie dans les jupes du pape, en disant « Protège-moi, protège-moi », et on raconte que César est arrivé et a planté son épée dans la jupe du pape et a trucidé le jeune marié, et le sang a giclé jusqu'au visage du pape. Et de 2. Le 3e marié de Lucrèce a été Hercule d'Este. Je vous dis tout ça parce qu'on va parler de la famille d'Este tout à l'heure et c'est important. Hercule d'Este, alors il y a eu d'abord un mariage politique,